J'ai deux nouvelles, une bonne et une mauvaise. La bonne, c'est que la médecine va faire des progrès considérables. Des traitements qui semblent inimaginables aujourd'hui deviendront très courants. La mauvaise nouvelle, c'est que si vous vous sentez déjà contrôlé par le système de santé, sachez que ce sera bien pire dans 50 ans. 10 novembre 2057. Nous sommes chez Alain Degas, médecin, divorcé 2 fois. Hier soir, il a fêté son 37e anniversaire avec ses amis parisiens. Attention, salut papa. Bonjour princesse. Joyeux anniversaire. Grâce à des innovations omniprésentes et quasi invisibles, la maison de demain est intelligente et capable de gérer le quotidien de ses habitants. Tu ne devais arriver que cet après-midi d'après l'ordinateur. Malheureusement, je n'ai pas le temps, je dois filer à la clinique. Quoi, tout de suite? Désolé, princesse. Tu te plaindras au docteur Belzac, c'est sa faute. Elle m'a pris le poste que je voulais. Résultat, maintenant je travaille sous ses ordres et je dois faire semblant d'adorer ça. Je vais quand même préparer le petit déjeuner. Elle est peut-être meilleure que toi. Meilleur que moi? Tu rigoles? Ça s'est jamais vu. L'appartement d'Alain possède des yeux et des oreilles électroniques, et même un nez qui contrôle son haleine. Attention, taux d'alcoolémie trop élevé. Des ordinateurs miniatures et des capteurs organisent son existence et le protègent. On a le droit d'avoir nos petits secrets. Mais cette surveillance ne se limite pas à son domicile. Son appartement, truffé de processeurs, est connecté au reste de la ville. Et tandis que les ordinateurs font les courses à distance et lui commandent un taxi, une autorité puissante s'introduit chez Alain. Personal Care, comme toutes les compagnies d'assurance, dispose d'un dossier électronique sur ses clients et surveille leur vie de près. Au suivant. L'objectif est clair, limiter les coûts. S'il vous plaît, poids et muqueuse buccale. Transmettez d'urgence un rappel santé. Bonjour, monsieur Degas. Voici quelques conseils pour l'entretien de vos dents. Brossez-vous régulièrement les dents avec la brosse à dents Personal Care. Bah voyons, pour que vous sachiez immédiatement si j'ai fait la fête hier et que vous augmentiez ma cotisation. Merci pour votre attention. Je suis pas complètement idiot. Cardiaque de naissance, Alain devrait pourtant se féliciter de cette surveillance. Je peux t'accompagner? Non, ça n'aura rien d'amusant. Il y aura plein d'adultes ennuyeux à mourir. Ne fais pas la tête, ça ne durera pas longtemps. Tu peux me donner ma veste, s'il te plaît, j'en ai besoin. Cette veste, indispensable à sa santé, contrôle en continu l'état de son cœur. J'allais. Les vêtements d'Alain sont en apparence banals. Pourtant, les tissus sont garnis de puces et de capteurs minuscules qui surveillent sa santé. Dès qu'il met sa veste, Alain est connecté. S'il s'évanouissait, sa veste signalerait automatiquement sa position, appellerait une ambulance et enverrait son dossier médical aux urgences avant même l'arrivée des secours. À l'avenir, nous aurons un médecin incorporé à nos vêtements. Ce sera peut-être une réalité dans 10 ans. Comme un téléphone portable, ces vêtements relayeront des informations en permanence et notamment les alertes émises par le corps. Leur inventeur veut rendre obsolètes les tensiomètres et les électrocardiographies coûteuses. Au stade de la conception, nous tenions surtout à intégrer tous les éléments capteurs, transmission de données et vêtements. Cela peut paraître simple, mais dans la pratique, c'est extrêmement complexe. Pour cet éminent chercheur d'Atlanta, le grand défi consiste à intégrer les éléments intelligents au tissage. Les fils électriques et les puces doivent en effet se fondre dans l'étoffe. Les premiers essais sont un succès technologique pour l'équipe de scientifiques. Mais les fils électriques sont encore trop épais et risquent d'irriter les peaux sensibles. Après plusieurs années, le prototype grossier devient un véritable ordinateur tissé. Aujourd'hui, des gigaoctets d'informations circulent dans ces mailles. Imaginons que je sois un sportif qui s'entraîne pour les Jeux Olympiques. Grâce à cette veste, je peux contrôler mon rythme cardiaque. Les données des capteurs sont transmises à un processeur, ici, qui les envoie à son tour à un ordinateur distant.
Les capteurs et l'alimentation électrique doivent encore être fixés, puis ôtés avant toute lessive. C'est peu pratique au quotidien. Mais des chercheurs du monde entier s'efforcent d'optimiser ce concept. D'ici une dizaine d'années, le courant nécessaire au fonctionnement de ces vêtements sera produit par le mouvement et la chaleur du corps. Un logiciel intégré veillera sur nous comme une infirmière. La veste ne transmettra donc plus des données brutes, mais cherchera prioritairement les symptômes alarmants. Rythme cardiaque irrégulier, chute de tension, signes annonciateurs d'un infarctus tels qu'une artère bouchée. À l'avenir, de tels signaux seront transmis immédiatement au médecin d'urgence le plus proche. Dans 50 ans, tout le monde portera ce type de vêtements, des nouveau-nés aux personnes âgées. Ils amélioreront notre qualité de vie et pourront même nous sauver en cas d'accident. Mais la maison du futur ne pourra pas tout changer. Elle n'abolira ni le stress, ni le manque de temps. Le taxi est arrivé et dans sa précipitation, Alain trébuche sur le robot aspirateur. Bonjour Alain. Veuillez prendre place. Instantanément, sa veste détecte des lésions graves et prévient les secours. Statut de l'assuré. Transport du blessé autorisé. Commencez une recherche des lésions et prévenez l'hôpital. Terminé. La compagnie d'assurance Personal Care avertit immédiatement l'hôpital le plus proche et envoie une ambulance ultra rapide. Quand j'étais petit, j'adorais regarder Flash Gordon et je rêvais d'avoir une voiture volante. Mais ce n'est pas un rêve facile à réaliser. Un hélicoptère, c'est déjà très cher, très lourd et compliqué à piloter. Et une voiture volante, c'est encore pire. Aujourd'hui, les ingénieurs s'efforcent de résoudre ces problèmes pratiques. Et la NASA nous prédit que le ciel se transformera un jour en une gigantesque autoroute. L'Américain Paul Moller nourrit ce rêve depuis très longtemps et il sait parfaitement où résident les difficultés techniques. Une voiture volante doit être multifonctionnelle. Il faut qu'elle puisse décoller verticalement comme un hélicoptère, voler à grande vitesse comme un avion et couvrir des distances sur route comme une voiture. Dans les années 1960, il construit un premier prototype. Mais il ne décolle pas et il lui faut tout reprendre à zéro. À la recherche d'une propulsion adaptée, le jeune ingénieur aéronautique teste alors de nouveaux moteurs. Quelques années plus tard, un nouvel aéronef voit le jour. C'est le XM2 dénué d'ailes. Tout de suite, l'Amérique s'enflamme. Le XM2 réussit à décoller à la verticale, comme prévu, mais ne s'élève que de 50 cm. De plus, l'engin en forme de soucoupe volante manque de stabilité. Le décollage vertical est très difficile. Il requiert des moteurs légers mais puissants et des matériaux résistants. À l'époque, ces technologies en étaient à leur balbutiement. Paul Moller persévère. Il conçoit des caméras volantes pour l'armée et des silencieux pour l'industrie automobile afin de financer un nouvel aéronef qui pourra enfin voler. Puisque l'appareil a besoin de puissance, il l'équipe de 4 réacteurs. Pour finir, après 15 ans d'échecs et d'espoirs déçus, son rêve prend forme. Avec 950 chevaux pour un poids de 700 kg seulement, il devrait en théorie atteindre 600 km/h. Mais pourra-t-il décoller? Premier vol test. Nous sommes le 12 juillet 2002 et ces images vont faire le tour du monde. Pour Paul, c'est un succès. Une première étape dans le cadre du projet ambitieux de la NASA qui prévoit que dans 50 ans, les automobilistes américains effectueront un long trajet sur 2 par voie aérienne. Beaucoup s'imaginent que le chaos régnera dans les airs. Mais même si on transférait dans le ciel toute la circulation des routes américaines, il resterait encore beaucoup de place.
L'infrastructure sera informatisée. Vous pourrez être assis, lire ou dormir tout en étant transporté d'un point A à un point B. La NASA planche déjà sur ce système de circulation et a mis au point un simulateur de vol pour les non-spécialistes, grâce auquel le pilotage devient aussi simple que la conduite automobile. Le trajet apparaît d'ailleurs sous forme de route au niveau du tableau de bord et le projet a été baptisé Autoroute du ciel. Ce système est sécurisant car il vous indique votre position en permanence. Le confort de vol est amélioré et le pilotage simplifié. Pour montrer les avantages du dispositif, Guy Cummerly teste lui-même le simulateur de vol. L'informaticien, qui n'a aucune expérience de vol, va affronter des turbulences. Comme dans une voiture, il se repère sur la chaussée virtuelle et maintient ainsi sans difficulté sa direction et son altitude. Mais ces routes intelligentes ne suffiront pas à l'avenir pour gérer simultanément des centaines de milliers de véhicules. Les aéronefs devront être guidés automatiquement par satellite afin d'éviter les accidents et les embouteillages. L'atterrissage risque de poser problème, car seuls les pilotes expérimentés maîtrisent ce processus complexe. Il est relativement facile de voler en ligne droite, mais essayez d'atterrir, c'est l'accident assuré. Un système d'atterrissage informatisé capable de fonctionner sans pilote ni contrôleurs aériens est en cours d'élaboration. Les pistes d'atterrissage seront à l'avenir équipées de puces qui définiront pour l'aéronef une trajectoire tenant compte entre autres des conditions météorologiques et des éventuels obstacles. Un logiciel pilotera l'appareil en fonction de ces informations. Imaginez, le système de navigation sera relié au pilote automatique. L'appareil pourra alors effectuer le trajet voulu en toute autonomie. Et un jour, l'un de ces aéronefs pourrait être utilisé pour aller sauver votre ami Alain. Ces ambulances volantes feront gagner un temps précieux au service d'urgence. Elles ne craindront pas les embouteillages et pourront atterrir partout. J'ai trouvé son dossier. Alain Degas. Classe platine confirmée. Perte de sang 35%. Je préconise la mort réversible, qu'en dis-tu? D'accord. Soulève-lui la tête. Attention, il faut qu'il ait la bouche ouverte. Un patient comme Alain qui perd beaucoup de sang risque un arrêt cardiaque et une oxygénation insuffisante du cerveau. Les médecins doivent réagir dans les 10 premières minutes. Au-delà, les chances de survie sont quasi nulles. Après un accident grave ou un infarctus, chaque seconde compte. L'idéal serait donc de pouvoir arrêter le temps. À l'avenir, les urgentistes utiliseront une méthode appelée mort réversible. Elle consiste à remplacer le sang par une solution saline glacée pour faire chuter la température du corps à 10 degrés et suspendre l'activité du cœur et du cerveau. Ce procédé encore expérimental pourrait un jour vous sauver la vie. Alain peut ainsi être transporté sans danger jusqu'à l'hôpital du futur. Plus tard, lorsque ses plaies seront refermées, son sang lui sera réinjecté et il sera réanimé. Désolé qu'on vous ait dérangé pendant votre pot de bienvenue. Ne vous en faites pas pour ça. C'est plus important qu'un cocktail. Scannez. Ces lésions sont examinées de près avant l'opération. Les méthodes de diagnostic du futur permettront d'identifier non seulement les fractures et les traumatismes internes, mais aussi le moindre élément suspect tel que calcification des artères ou petites tumeurs éventuelles. Diagnostic? Mort artificielle, pas d'activité cérébrale, fonctionnement anormal du cœur, multiples lésions, notamment à la colonne vertébrale, risque de paraplégie. Ça n'est pas très encourageant. Enfin, allons-y. Posez les capteurs. Grâce à cette injection, le destin d'Alain va prendre un tournant bien plus favorable. Des électrodes sont introduites dans ses jambes paralysées et se fixent sur les faisceaux nerveux des muscles. Là, elles s'activent. Quelques 150 électrodes sont nécessaires pour établir un véritable réseau intelligent dans le corps.
le long de la colonne vertébrale, des récepteurs assurent la liaison entre ces électrodes et une puce informatique qui va être implantée dans le cerveau d'Alain. Ce dernier retrouvera alors sa mobilité. Qu'est-ce que c'est que ça? Niveau suivant? Je n'ai pas vu ça depuis 2040. Un cœur artificiel. On dirait qu'il est endommagé. Les cellules sont fissurées. Il lui faut un nouveau cœur. Comment est-il assuré? Platine. Il a de la chance. C'est Alain Degas. Ça alors? Votre grand rival? Hier encore, il vous a pas fait de cadeau. Il y avait de quoi. Il tenait tellement à décrocher ce poste. Et c'est mon patient maintenant. Avant de le réanimer, il faut prélever des échantillons de tissu pour son nouveau cœur. Entendu. D'ici une semaine, ces prélèvements de cellules auront accompli un miracle. En attendant, Alain va récupérer lentement dans sa chambre d'hôpital grand confort. Au vu des prévisions actuelles, on peut supposer qu'il consacre la moitié de son revenu à sa santé. Alors vous avez une fille? Ça va peut-être vous faire un choc, mais certaines personnes ont une vie en dehors de la clinique. Écoutez, Degas, Ne tournez pas autour suggère... du pot, Dr Belzac. Dites-moi si c'est grave. Votre fémur gauche est cassé, la hanche est démise. Vous avez aussi 2 côtes et la 2e vertèbre cassée. Mais ça n'est pas le pire. Montrez-moi ça. S'il vous plaît, moi aussi, je suis médecin. Votre cœur artificiel présente des fissures. Est-ce que vous comptez m'opérer? Il vous faut un nouveau cœur. L'impression est déjà commencée. Il faudra encore une vingtaine d'heures. Vous ne me charcuterez pas vous. C'est hors de question. D'accord, comme vous voudrez. Docteur. Identification par scanner de l'œil. Marie Belzac, statut autorisé dans la zone sécurisée. Bonne soirée. Les cellules souches prélevées sur Alain sont conservées dans le service de génétique sécurisé de l'hôpital. Elles ont déjà évolué. Au fil d'un processus complexe, elles se transforment en 8 différents types de cellules cardiaques avant de proliférer dans une solution nutritive. À l'avenir, ce procédé devrait résoudre l'un des grands problèmes de la médecine. Petite explication. Si votre voiture est endommagée dans un accident, vous allez au garage pour acheter des pièces de rechange. Mais si c'est vous qui êtes blessé, vous risquez la mort. Rendez-vous compte, à l'heure actuelle, 40 000 patients figurent sur les listes d'attente de transplantation en Europe. Et ils sont 10 à mourir chaque jour, faute d'organes disponibles. Il nous faut donc produire des pièces de rechange pour le corps humain. Dans 50 ans, l'ingénierie tissulaire pourrait tout changer. Cette ingénierie consiste à mettre en culture des cellules de tissu. Aujourd'hui, il n'est pas encore question de reconstituer des organes entiers, mais seulement certains de leurs composants. Stefan Juckenhövel a été le premier à se lancer dans la conception d'une valvule entièrement biologique. Et le défi est colossal. Au cours d'une vie, une valvule doit supporter 3 milliards de battements de cœur et pomper 250 millions de litres de sang. L'ingénierie tissulaire est une discipline récente et passionnante. On part de l'ingénierie qui vise à concevoir des éléments mécaniques et on s'efforce de remplacer peu à peu les corps étrangers par des matériaux biologiques produits par le corps humain. Le chercheur conçoit chacune des valvules sur mesure. Il commence par élaborer un moule. Celui-ci, par exemple, est pour une valvule d'enfant. La valvule est ensuite coulée en 2 étapes. On verse d'abord un mélange de cellules et de protéines dans le moule. Puis on ajoute une substance qui, combinée aux protéines, agit comme une colle instantanée. 1 heure plus tard, le tissu est suffisamment stable pour que l'on puisse ouvrir le moule et en extraire délicatement la valvule.